Je voudrais commencer par un mot ce matin qui pour moi représente bien ce que nous sommes en train d'essayer d'écrire ensemble, c'est le mot collectif. Le département de l'Aveyron a placé au cœur de son projet départemental écrit il y a bientôt un an la dimension développement durable et au cœur de cette préoccupation pour notre planète, la préoccupation pour la ressource que l'Aveyron a probablement le plus en abondance, mais aussi dont l'Aveyron a le plus besoin de prendre le plus grand soin, c'est l'eau. C'était avant beaucoup d'événements climatiques, européens, internationaux, mondiaux, qui nous ont donné raison, on peut le regretter d'ailleurs, et qui nous ont conduits à l'issue d'un été 2022 particulièrement défavorable, au cours duquel nous avons dû faire face à une baisse de la ressource, à de la contrainte sur ses usages, à des sollicitations de plus en plus fortes de la part des territoires aval, à la difficulté d'opérer les réglages entre les différents usages, à la conscience montante de notre part et de la part de nos concitoyens du fait qu'il fallait être de plus en plus vigilant. Eh bien, tout cela nous a conduit à déclencher cette réflexion, encore une fois, collégiale, volontariste, transparente, ouverte, de façon à doter le département, et j'y reviendrai, d'une véritable stratégie pour faire face aux défis et pour faire face aussi à la place singulière que tient l'Aveyron dans le paysage de l'eau. Je voudrais aussi souligner la présence à cette tribune, au premier rang, de Jean-Claude Luche et Yves Biulac. Jean-Claude Luche en sa qualité de président de l'Assemblée pour l'Aveyron, qui est l'Assemblée de citoyens qu'a composé le département de l'Aveyron après sa mise en place pour l'accompagner dans les réflexions les plus éminentes qu'il a à conduire sur les axes du projet départemental, mais aussi tout simplement sur ce qui fait de l'Aveyron le département qu'il est, ce qui fait des Aveyronnais les citoyens qu'ils sont, ce que sont nos défis pour l'avenir. Et Yves Biulac, auquel je laisserai rapidement la parole après que monsieur le préfet aura parlé, qui est rapporteur d'un document qui sert de base aux travaux de cette journée, qui a été élaboré au cours des dernières semaines par donc des acteurs non élus du département qui ont bien voulu prêter main forte au rapporteur et au président de l'Assemblée pour l'Aveyron, justement pour donner une vision de ce que sont les défis autour de l'eau et les réponses qui pourraient y être apportées. Cette manière singulière de travailler, nous en sommes très fiers parce qu'elle place la concertation la plus large au cœur de nos débats de ce jour, mais elle place surtout les citoyens au cœur de la prise de conscience des enjeux probablement parmi les plus fondamentaux auxquels, en tant que décideurs publics, parapublics, nous avons à faire face, non pas en notre nom, mais pour le compte de l'ensemble de la population. Et nous avons fait ce choix que de nous servir, d'utiliser le rapport qui a été élaboré par l'Assemblée pour l'Aveyron comme base de travail pour les rencontres de l'eau en Aveyron qui se déroulent aujourd'hui, mais surtout pour ce qu'elles vont préfigurer en termes de construction d'une stratégie départementale. Donc, merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Merci beaucoup, monsieur le président de l'Assemblée pour l'Aveyron. Merci à celles et ceux qui se sont mobilisés à vos côtés pour écrire ce document et pour fournir ce travail, de l'avoir fait et de bien vouloir que nous l'utilisions pour aller ensemble plus loin. Je reviens d'un mot sur la place de l'eau dans le département. L'Aveyron a plusieurs facettes et plusieurs atouts. Parmi ces ressources majeures se trouve donc cette denrée qui n'en finit pas de devenir plus rare et plus précieuse au fur et à mesure que l'évolution climatique, l'augmentation de la population mondiale, la multiplication des usages, les atteintes diverses qu'on peut faire peser sur elle augmentent, s'accroissent et que par ailleurs aussi
une forme de dégradation de notre cadre de vie planétaire viennent en impacter la capacité que nous avons à la boire tous les jours, mais aussi à en faire beaucoup d'autres choses. L'Aveyron a été avant-gardiste il y a de cela plusieurs décennies en faisant en sorte de pouvoir stocker et utiliser à divers usages et à diverses fins cette ressource en eau. Elle a ensuite mis du temps, l'Aveyron a mis du temps au cours des décennies à savoir doser la manière dont les différents usages pouvaient s'équilibrer entre eux, cohabiter, coexister. Ça a été aussi un savant mélange d'acteurs qui aujourd'hui se retrouvent sur cette tribune et je pense qu'en soi c'est déjà une réussite que de parvenir à cela. Et l'Aveyron doit aujourd'hui faire face à cette nouvelle étape, probablement encore plus ardue, qui doit nous réinterroger sur la ressource actuelle, sur notre capacité à avoir plus de ressources pour l'avenir, ou mieux de ressources pour l'avenir. Cette situation doit aussi nous interroger sur la manière dont nous distribuons l'eau, dont nous faisons en sorte que les pertes, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives, soient les plus réduites possibles. Elle doit nous interroger sur le maintien d'une qualité impeccable pour tous les usages, à commencer évidemment par l'usage humain, auquel j'associerai volontiers l'usage agricole et donc à destination des animaux, parce que n'oublions pas que nous sommes un département d'abord et avant tout agricole. Et puis évidemment, elle doit nous interroger sur la façon dont nous faisons face, nous contribuons à faire face aux défis économiques, énergétiques, touristiques, dans une période où des territoires comme les nôtres ont vraiment besoin de pouvoir continuer à figurer parmi les départements proactifs, volontaristes, dans le champ de l'activité humaine et de tout ce qu'elle induit. Cette journée, elle a été organisée, j'y reviens, par les partenaires qui sont devant vous ce matin. Elle a pour vocation de nous permettre, en atelier, en sous-groupe, de définir des axes en nombre relativement limité. Nous ne voulons pas ouvrir les centaines de portes qui pourraient s'ouvrir sur des pistes très pointues quant aux différentes possibilités d'évolution de la gestion de l'eau. Nous voulons ouvrir 5 ou 6 axes en pragmatique que sont les Aveyronnais, qui seront la charpente d'une stratégie départementale qui doit, à nos yeux, avoir 2 vertus. La première, c'est de rassembler. Et j'y reviens, c'est un réel plaisir que de voir ce grand rassemblement autour de l'eau ce matin ici à Flavin. Et la deuxième vertu, c'est de nous donner les moyens d'avoir une voix forte, aveyronnaise, dans des bassins qui dépassent très largement les frontières du département, dans des enjeux qui sont beaucoup plus vastes que ceux du périmètre départemental, et au sein desquels les équilibres sont également à trouver ou à maintenir, mais exigent que celles et ceux parmi nous qui portons la voix de l'Aveyron soyons assurés de la porter en consensus, avec force et fermeté. Voilà ce que j'appelle de mes voeux. Vous avez donc été accueillis ce matin avec un badge qui vous permet de vous inscrire dans les travaux d'un de ces ateliers. Ce sera l'étape suivante. La parole est libre. Il faut qu'à l'issue de cette matinée, nous puissions faire des synthèses qui recouvrent l'ensemble de vos points de vue. Et encore une fois, cette étape est une étape décisive, mais ce n'est qu'une étape. Nous avons ensemble la volonté d'aller plus loin en direction de tous les acteurs que vous représentez pour partie, puisqu'il y a ici des gens qui sont représentants de catégories d'acteurs, auxquels nous souhaitons nous adresser directement une fois que nous aurons fait ce premier travail d'identification des axes. Et ensemble aussi, nous allons tenter de faire en sorte que
ces défis que nous nous lançons deviennent très rapidement les défis de chaque Aveyronnais, là où il se situe, avec sa propre compréhension, sa propre conscience de ce que nous devons faire pour préserver notre capacité à avoir durablement une eau de qualité et en quantité suffisante pour maintenir à l'Aveyron la place qu'il a dans ce grand paysage du grand bassin qui nous environne, et aussi pour faire en sorte que jamais nous ne regrettions de ne pas avoir agi suffisamment tôt pour ne pas laisser péricliter notre ressource. Voilà ce que je tenais à vous dire en introduction. Je cède la parole à Monsieur le Préfet et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, écoutez, je suis très heureux, très fier d'être parmi vous aujourd'hui. C'est mon 3e jour officiel en Aveyron et je trouve particulièrement intéressant de pouvoir aborder un sujet qui a particulièrement concerné le département ces dernières semaines et ces derniers mois, qui est la sécheresse et associée à ces phénomènes exceptionnels, la gestion de l'eau. Je ne serai pas très long autour de ces questions-là, parce que je pense qu'il est important de laisser le temps justement aux ateliers de se réunir et que chacun puisse s'exprimer. C'est vous dire, effectivement, nous avons connu une crise, nous connaissons la crise, puisque nous n'en sommes pas sortis, nous avons prolongé encore d'1 mois jusqu'à la fin du mois de novembre, la période administrative d'étiage, avec des possibilités de restriction, puisqu'encore une fois, la situation elle n'est pas rétablie. Mais une crise, ça se prépare. Et si possible, ça s'évite. Et je pense qu'il nous appartient, aujourd'hui, de trouver des solutions concrètes sur lesquelles, par nos moyens, nous pouvons avancer. Monsieur le Président, vous avez évoqué le terme de collectif. Je pense que c'est un élément essentiel dans tout ça. Vous avez évoqué aussi le fait d'aller loin, d'aller plus loin. Et je citerai un proverbe africain qui dit « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Je pense que c'est tout l'enjeu de cette réunion d'aujourd'hui, c'est tout l'enjeu de faire fructifier et d'utiliser les travaux de l'Assemblée de l'Aveyron pour effectivement trouver les voies et moyens pour répondre à cet enjeu des effets du changement climatique et plus spécifiquement les enjeux de l'eau. Un élément à conserver en tête, je parlais du collectif, donc il faut qu'on travaille ensemble. Il y a un autre élément qu'il faut garder en tête, c'est la solidarité. Nous sommes tous préoccupés par la situation de l'Aveyron, sur la gestion de l'eau en Aveyron, mais n'oublions pas qu'il y a des logiques de bassin et qu'il y a des logiques de solidarité, notamment vis-à-vis des départements à l'aval. Nous ne pourrons pas travailler, nous ne pourrons pas prendre des solutions qui ne seraient pas cohérentes avec ce principe de solidarité. L'État, dans ce travail qui s'annonce et qui devra nous mobiliser fortement pour nous préparer aux prochaines saisons estivales, aux prochaines sécheresses, eh bien l'État il jouera tout son rôle d'animateur, de coordinateur des politiques publiques, de coordination des acteurs, de telle manière à ce que eh bien, tout le monde puisse s'exprimer, qu'on puisse avoir des discussions franches, directes, mais au bout du bout, constructives, avec un guide qui est le mien, mais qui, je pense, est partagé par beaucoup d'entre vous, qui est l'intérêt général. C'est en travaillant dans le sens de l'intérêt général, en appréhendant les enjeux qui se posent à nous, et dans cet esprit de solidarité que j'évoquais, que nous pourrons avancer sur ce sujet de la gestion de l'eau. Et encore une fois, nous y avancerons que si on a des solutions concrètes à mettre en avant. Et ça, vous pouvez compter
sur moi en qualité de représentant de l'État, compter sur les services de l'État pour jouer leur rôle, encore une fois, de portage de la politique publique de l'eau. Et je terminerai en citant la loi sur l'eau. L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable dans le respect des équilibres naturels sont d'intérêt général. Et bien que ces quelques mots de la loi nous guident dans nos travaux. Je vous remercie. Merci, monsieur le préfet. Donc, à présent, on donne la parole à Yves Biulac qui va nous présenter en synthèse le rapport donc de l'Assemblée pour l'Aveyron sur l'eau dont il a assuré l'animation et la coordination. Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu intimidé d'intervenir devant une telle assistance, de par son nombre, mais aussi de par ses qualités, puisqu'il y a l'ensemble des élus du département et l'ensemble des acteurs de l'eau dans le département. Lorsque nous avons engagé cette réflexion dans l'Assemblée pour l'Aveyron, on n'imaginait pas qu'on serait appelé à le présenter devant un tel public. Donc, ce qui nous paraît important de préciser, c'est que ce travail fait l'objet d'une saisine par le président du conseil départemental, M. Arnaud Viala, qui nous a saisi de ce dossier dès le mois de janvier 2022. Donc pour nous, c'est important de le préciser parce que ça ne fait pas suite à la sécheresse. C'est un travail qui avait été engagé bien en amont, qui traduisait une sensibilité à cette problématique-là. Et c'est Jean-Claude Luche donc, qui a installé la commission pour qu'on puisse se mettre au travail. Donc on a travaillé durant le premier semestre au travers d'un certain nombre de conférences et d'écoutes, notamment la réunion du 2 juin avec l'ensemble des acteurs a été pour nous relativement décisive pour pouvoir appréhender un petit peu cette problématique de l'eau. Et on les remercie d'avoir participé. Donc je remercie bien sûr le département de l'Aveyron qui nous a donné les moyens et la liberté de conduire cette réflexion. En l'occurrence, ce que nous disons n'appartient ou ne découle que de l'Assemblée pour l'Aveyron elle-même et ne nous engage que nous. Les membres du groupe de réflexion eau, c'était un travail un peu laborieux en quelque part, d'études, d'analyse. Et donc, moi je les remercie beaucoup d'avoir participé. Et l'ensemble des acteurs de l'eau, donc j'y reviens pas. Donc, en introduction, pour nous, il est important de souligner que ce n'est pas un travail d'expert, c'est un travail de citoyen qui se pose la question, quelle eau du robinet on va avoir demain? Est-ce qu'on va pouvoir arroser le jardin, laver la voiture? Est-ce qu'on pourra pêcher? Est-ce qu'on pourra arroser les cultures, etc. Donc voilà, c'est un questionnement citoyen qui donc ne se substitue pas à toute autre réflexion de par ailleurs. Donc ça repose sur une synthèse qui permet en quelque part de rassembler dans un même document l'ensemble des problématiques qui tournent autour de l'eau dans le département et au-delà. Dans un deuxième temps, on verra les enjeux. Et là, il faut bien avouer que la sécheresse de l'été 2022 a largement contribué à étoffer cette partie-là, puisque de fait, on passe d'une phase intellectuelle à une phase vécue qui consiste à dire que maintenant, on sait ce que ça peut donner si on manque d'eau demain. Et je crois qu'il est important que vous ayez la même liberté pour écouter ce compte rendu que nous, on en a eu pour l'élaborer. Parce que l'Assemblée pour l'Aveyron, on en a tout à fait conscience, n'a pas de légitimité élective, donc ça n'est qu'une instance de réflexion qui à aucun moment n'a vocation à se substituer à celle des acteurs qui ont cette responsabilité, je pense notamment aux élus. Et de par ailleurs, bien sûr, on n'a pas d'expertise professionnelle et tous les gens qui sont dans la filière eau ici n'apprendront pas grand-chose très certainement, puisque de fait, ils sont déjà parfaitement au fait de toutes ces choses-là. Alors nous, on a pris conscience d'une problématique de l'eau
avec un premier document qui nous a été donné par un conférencier. C'est l'évolution du débit de la rivière Aveyron à la Guépie, c'est-à-dire à la sortie du département au cours du siècle dernier. Il faut savoir que des années 80 à aujourd'hui, le débit de la rivière Aveyron à la Guépie a baissé de 30 à 40%. Donc pour nous, ça a été une première prise de connaissance, en fait, d'une situation qui s'est installée petit à petit, mais qui a créé un petit peu un état de choc pour nous. Et une période d'étiage qui se prolonge. Déjà, elle était de 3 mois, elle est passée à 4 mois. Monsieur le préfet dit qu'il a prolongé encore jusqu'à fin novembre. On est pratiquement à 6 mois de période d'étiage. Donc ça, ce sont des évolutions majeures qu'on constate au cours des 30 dernières années. Et une remarque un peu saisissante, même si c'est en situation exceptionnelle, 50% du débit de l'Aveyron, la rivière Aveyron, peut être constituée d'eau usée, bien sûr assainie, pendant les périodes d'étiage les plus sévères. Donc, il faut avoir conscience de ça, parce que nous, ça nous a choqués et on pense que ça va interpeller un peu tout le monde. Ce constat, il faut le compléter par les prévisions de l'agence Adour-Garonne, qui, pour nous, contrairement à la problématique de l'eau, a été une source intarissable d'informations. Et on les en remercie de fait. C'est que non seulement la rivière Aveyron a un débit qui a baissé de 30 à 40% au cours des décennies passées, mais il faut s'attendre à la même tendance à l'échéance des 15-20 ans qui viennent. Ce qui veut dire que si on fait l'addition, quoique les pourcentages ne s'additionnent pas, on va avoir une baisse du débit de l'Aveyron de l'ordre de 60 à 70% sur 50-60 ans, en sachant qu'il y a déjà 30 ans de passé. Donc 70%, comme ça dit rien, mais ça veut dire qu'on va frôler les ASEC à certains moments à la sortie du département. Même si déjà cette année, on n'en était pas loin à certains moments à la Guépie. C'est pareil pour la rivière Lot, où on voit qu'on va avoir 30% de baisse du débit. Alors paradoxalement, on va y arriver, mais le réchauffement climatique ne se traduit pas forcément par une chute importante des précipitations. C'est un autre phénomène qui explique que l'eau se raréfie et disparaît. C'est pour ça que, bon, là moi-même, j'ai redécouvert ça. On dit que, globalement, le cycle de l'eau, il y a 3 types d'eau. Il y a l'eau bleue, on va dire de manière simple, c'est celle qui tombe. C'est la pluie, qui provient pour une petite part des océans et pour une grosse part de l'évaporation de l'eau sur la Terre. En fait, le phénomène pour nous marquant, excusez-moi, c'est ce qu'on appelle l'eau verte. L'eau verte, c'est l'eau qui s'évapore, principalement du fait des plantes. Je ne dis pas des cultures, mais je dis des plantes. C'est-à-dire qu'il y a celles que l'on cultive, mais il y a aussi toutes les forêts, les jardins, etc. Et cette eau qui s'évapore, elle alimente la pluie, certes, mais elle impacte le réseau hydrographique, elle impacte les réserves d'eau, etc. Et c'est un élément majeur, en sachant que cette évaporation est en train d'évoluer d'une manière très importante au cours des décennies passées et encore plus demain. Et l'eau grise, ce sont les effluents traités qu'on rejette dans l'environnement, qui deviennent en quantité peut-être pas plus important, mais en part d'eau disponible dans l'environnement qui deviennent de plus en plus importants. Alors cette évapotranspiration, on a écrit pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur parce que l'évapotranspiration, c'est ce qui permet aux plantes d'exister. Il n'y a pas d'évapotranspiration au Sahara. Pour qu'il y ait évapotranspiration, il faut qu'il y ait végétation, il faut qu'il y ait culture, il faut qu'il y ait forêt, etc. Mais aussi pour le pire, en ce sens que l'évapotranspiration consomme 68% de l'eau de pluie. C'est-à-dire que quand il tombe 100 litres d'eau, il y en a 68 qui s'évaporent dans les semaines qui suivent ou dans les mois qui suivent. Alors, c'est un élément important, à mon avis, à avoir en tête parce qu'on voit que la raréfaction de l'eau crée des tensions sur les usages, mais ce n'est pas quelqu'un qui prend plus d'eau qu'avant, s'il n'y en a pas assez. C'est qu'on a beaucoup moins d'eau du fait de cette évaporation. Et en quelque part, on en est tous victimes, depuis l'agriculture jusqu'au particulier, en passant par l'industrie. Mais ce n'est pas l'usage de l'eau qui pose problème au départ. Les usages de l'eau vont poser problème du fait de la raréfaction de l'eau avec l'évapotranspiration. Donc on constate des disparités importantes. Sur un climat océanique, cette évapotranspiration
représente à peu près 50%, 55% de l'eau qui tombe. En climat méditerranéen, et déjà on a ça sur les côtes du Larzac ou sur Millau, on est à 75, voire plus % de la pluie qui tombe en évapotranspiration. Et quand on est au-delà de 100%, on va vers une phase d'aridification. On va vers un climat aride, où globalement, on va vers des sécheresses chroniques. Donc l'évapotranspiration, c'est un phénomène majeur dont la caractéristique principale est qu'elle est proportionnelle à la température. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est que si on n'est pas en capacité d'enrayer le réchauffement climatique, on va forcément vers une raréfaction encore plus importante de l'eau, voire peut-être avec même des phénomènes d'accélération. Alors là également, je me suis appuyé sur les éléments de l'agence de l'eau qui fait un bilan sur le bilan Adour-Garonne, donc tout le bassin de la Garonne et de l'Adour, mais je crois que les chiffres sont très importants. Il tombe 90 milliards de mètres cubes d'eau sur le territoire du bassin. Il n'y en a que 36 milliards qui aujourd'hui sont utiles, c'est-à-dire 40%. Ça veut dire qu'on a en gros 60% d'évapotranspiration. La promesse, parce que c'est une certitude, c'est qu'on n'en aura plus que 25 milliards dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, en sachant que le phénomène s'accélère. Donc on va passer d'un déficit qui est aujourd'hui de l'ordre de 250 millions de mètres cubes à un déficit qui va être au minimum de 1,2 milliard. Alors pourquoi je dis au minimum? Bon, je pars sous le contrôle de l'agence de l'eau puisque j'ai repris les éléments qu'ils nous ont donnés lors de la réunion du 2 juin. C'est parce que l'hypothèse d'1,2 milliard de déficit d'eau repose sur le fait que la consommation est stable. Usage est constant. Alors qu'en réalité, même si les besoins agricoles n'augmentent pas, alors qu'en fait, les besoins agricoles vont augmenter parce que plus il fait sec, plus il faut arroser. Sinon, il n'y a pas de culture. Que la population du bassin va augmenter de 1 million à 1 500 000 habitants. Et que tout simplement, d'une manière générale, quand la température augmente, on consomme plus d'eau. Donc, on va vers un déficit assez considérable d'eau dans les 10 à 15 ans qui viennent. Donc, pour nous, au niveau de l'Assemblée pour l'Aveyron, on a considéré que 10-15 ans, à l'échelle d'une politique publique, c'était demain matin. Le temps de réfléchir, de créer du consensus, de chercher des solutions techniques, financières. Ça veut dire que si on commence maintenant, on a peut-être une chance d'enrayer les pénuries d'eau à l'échéance des 10-15 ans qui viennent. Alors l'hydrographie, c'est un élément complémentaire aussi, c'est que la pression de l'homme sur notre environnement est assez considérable, en sachant que même si cette carte qui a été émise par la Fédération de pêche fait état d'une présence très forte de l'homme sur le territoire, au travers des différents impacts, les pollutions, les consommations, les prélèvements, l'accélération du cycle de l'eau, les infrastructures hydroélectriques, il faut savoir qu'on est quand même particulièrement privilégié par rapport aux zones de plaine qui sont en aval de l'Aveyron, où c'est vraiment un rouge vif partout. L'eau grise, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, c'est la carte de l'ensemble des stations d'épuration de l'Aveyron que j'ai trouvé dans un rapport, un rapport fait pour la région Occitanie en 2017. En bleu, ce sont les stations d'épuration qui sont en conformité avec les standards demandés par la réglementation. En rouge, ce sont celles qui ne le sont pas. Donc on voit quand même qu'il y a des évolutions à faire dans l'Aveyron parce que la pression des eaux usées va augmenter, non pas du fait qu'il y aura plus d'eau usée, mais qu'il y aura moins d'eau naturelle. Des eaux souterraines, on a des réserves d'eau dans l'Aveyron, notamment toutes les réserves karstiques d'Écosse, avec des évaluations qui sont très variables, qu'on évalue entre 400 millions de mètres cubes et 750, selon celui qui les a estimés. Mais par contre, on ne sait pas quelle va être l'évolution de la recharge. On voit que la période d'étiage se prolonge chaque année. Ça veut dire que le temps pendant lequel les ressources en eau vont pouvoir se refaire, les nappes phréatiques, etc., va raccourcir. Avec un nombre de jours de pluie qui diminue, même si la pluviométrie annuelle reste la même. C'est-à-dire qu'on va aller vers plus d'inondations probablement, mais globalement, il y aura moins d'eau disponible pour aller dans les réserves souterraines. Alors, pour le reste du département, hormis l'Écosse où il y a un suivi depuis 20 ans, pour le reste du département, on n'a vraiment pas d'informations sur les eaux souterraines. Et ça fait partie peut-être d'un questionnement
qu'il va falloir se poser. Bon, dans un deuxième temps, donc, on a fait une espèce d'état des lieux un peu de la filière eau et des acteurs qui participent, en sachant que, plus que tout autre, c'est un peu un compte-rendu de la réunion du 2 juin pour ceux qui ont participé. Donc, en premier, on a mis l'agence de l'eau à Dour-Garonne, qui nous paraît jouer un rôle assez fondamental dans toutes les politiques de l'eau, puisqu'elle est en même temps une émanation de l'État, hein, c'est clair, avec deux ministères de tutelle, mais aussi un enjeu de bassin, puisqu'il y a le Parlement de l'eau qui porte les intérêts des usagers principalement. Nous, on pense aussi qu'il faudrait fédérer les acteurs pour pouvoir avoir des stratégies plus volontaristes en matière d'eau et non pas une limitation aux usagers eux-mêmes. Donc, je ne reviens pas, je passe assez vite puisque le temps imparti est assez court. Mais le rôle principal, donc, c'est de capter les moyens financiers pour pouvoir le redistribuer à l'ensemble des acteurs et la définition d'une politique de l'eau à l'échelle du bassin. Pour nous, c'est une instance qui, de par sa nature, est peut-être une des plus intelligentes qui est, puisqu'elle ne répond pas à des critères administratifs, mais à des limites naturelles des bassins. Donc, elle fait fi des régions administratives pour se caler à la réalité naturelle de la problématique de l'eau. Et là également, je reviens sur les prévisions que fait l'agence de l'eau qui nous ont été données au mois de juin. Cette évapotranspiration que j'évoquais tout à l'heure va encore augmenter de 10 à 30%, en sachant qu'il faut être réaliste, on sera plus près des 30% que des 10%, ce qui veut dire que demain, au lieu d'avoir 60 à 65% de l'eau qui tombe qui sera disponible pour le réseau hydrographique, on sera plus près de 20%. Hein. L'état hydrique des sols, ça, à mon avis, c'est un enjeu considérable. C'est que s'il y a moins d'eau dans le sol, il y aura moins de culture. Il y a les prairies qui vont être en période à risque durant l'été, etc. Aussi, la baisse de recharge des nappes. Il faut en avoir conscience, c'est que finalement, l'eau a ceci de pervers, c'est qu'on s'aperçoit qu'il n'y en a plus quand ça ne coule plus au robinet. Il n'y a pas beaucoup de signes prémonitoires d'une rupture possible de l'eau. Ensuite, des acteurs, bon, ils sont tous importants, mais on a pensé que les syndicats de bassin étaient vraiment ceux qui géraient l'eau sur le territoire, avec un rôle fondamental pour tout ce qui est gestion de l'eau, des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Bon, peut-être que les citoyens n'en ont pas conscience, mais nous, élus locaux, on voit leur travail au jour le jour sur tout l'aménagement du territoire en regard de l'eau. On le verra dans les préconisations ou dans les pistes de réflexion qu'on porte. Nous, on pense qu'il y a un besoin de coordination et d'approche globale. Bon, on est plutôt sur une approche départementale, mais déjà, les agences, les syndicats de bassin ont avancé sur cet aspect-là au travers d'une charte commune et d'un rassemblement de tous ces syndicats pour se coordonner et améliorer l'efficacité de leurs actions. Alors, l'eau potable, on s'est appuyé sur le 6PA pour avoir quelques indicateurs. On n'est pas totalement sûr de la fiabilité des chiffres du fait que c'est une logique de sondage. Vous voyez, 42 réponses pour 82 opérateurs identifiés dans l'Aveyron. Donc, il peut y avoir quelques distorsions. Mais néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'Aveyron, entre l'assainissement et l'eau potable, on aurait un prix moyen de l'ordre de 4,38 € par mètre cube. Au niveau national, on serait à 4,20 €. Il faut le prendre avec des pincettes. On va dire qu'on est à peu près dans la moyenne nationale. En sachant que si on a un accès qui est plus facile à l'eau par certains côtés, on a quand même une dispersion de la population qui est très importante. Et on a une longueur de réseau qui est assez exceptionnelle du fait de la faible densité de population sur notre département. Donc l'eau potable, nous, on parle beaucoup de dispersion. Une dispersion des opérateurs. 6PA recense 82 opérateurs sur l'Aveyron. On n'est pas sûr qu'ils y soient tous, parce que certains n'ont pas répondu. Avec 3 entités, globalement, qui desservent la moitié de la population. Ce qui veut dire que les autres desservent l'autre moitié. Hein. C'est ce qui nous fait parler de dispersion des opérateurs, parce qu'à l'exclusion des 2 ou 3 principaux, il y a quand même une très très grande dispersion des acteurs de l'eau.
Et ça va donc de quelques dizaines de milliers d'habitants desservis par une structure à quelques centaines pour quelques communes qui sont en régime municipal. Ce qui se comprend du fait de l'histoire, hein, puisque tout le système qu'on a aujourd'hui est quand même basé sur un postulat, un paradigme qui est clair, c'est que l'eau n'a pas de limite. Hein. Et donc ça autorise des stratégies locales qui ne soient pas forcément interconnectées avec l'ensemble. Une grande dispersion de la performance réseau. Globalement, la performance réseau va, pour les plus faibles, de 25 à 30%. C'est quoi la performance réseau? C'est le nombre de litres d'eau qui arrivent au robinet pour 100 litres d'eau qui sont pompés, qui sont injectés dans le réseau. Donc, dans les structures les moins performantes de ce point de vue-là, quand on introduit 100 litres d'eau dans le réseau, il y en a 25 qui arrivent au robinet. Et donc, il y en a 75 qui partent dans les fuites à droite à gauche sur des vieux réseaux, etc. Et 85%, c'est les taux les meilleurs qu'on a dans le département, en sachant qu'en moyenne, on est sur une base de 70%, en sachant que c'est largement insuffisant, puisque ça veut dire quand même qu'il y a 30% de l'eau qui fout le camp, excusez-moi le mot. Par rapport aussi à l'échelle régionale ou nationale. Au niveau régional, on est à plus de 80% et au niveau national également. Donc on voit que là, l'Aveyron a quand même du travail à faire. En sachant que dans tout ce qu'on vous dit, il faudra distinguer peut-être l'important de l'urgent. Ce qui est important, c'est probablement une structuration de la distribution d'eau. Ce qui est urgent, c'est de colmater les fuites. Et alors, on s'aperçoit que le rendement est inversement proportionnel à la population desservie. Ça veut dire quoi en clair? C'est que plus la structure porteuse est petite, moins le niveau de performance est bon. Alors, ce n'est pas forcément lié à des incapacités ou à des incompétences, ça peut être aussi lié à une histoire. C'est que moi, en tant qu'élu local, je peux me poser la question de savoir que tant que l'eau est en quantité limitée, est-ce que ça vaut le coup de boucher les fuites? En sachant que ça coûte cher de les détecter, de rénover le réseau, etc. Donc, c'est plus un problème de stratégie politique que forcément un problème de compétence ou d'incompétence des acteurs. Pour moi, c'est important à noter parce qu'il ne faut pas désigner des responsables ici ou là. Alors, une grande dispersion du prix. Dans l'Aveyron, les mieux lotis payent l'eau 0,89 € le mètre cube. Les moins bien lotis payent 3,50 €, c'est-à-dire pratiquement un écart de 1 à 4. Bon, là, ça a fait réagir au niveau du groupe de réflexion sur une forme d'équité ou d'inéquité. L'eau est un besoin fondamental pour toute vie et pour toute vie humaine en particulier. Et est-il normal que certains la payent 4 fois moins cher que d'autres, ou est-il normal que certains la payent 4 fois plus cher que d'autres? Ça pose un problème de fond. Et alors, contrairement aux légendes rurales, dans lesquelles je m'inscrivais volontiers, c'est que je pensais que plus la structure était grosse, plus l'eau était chère. Mais ce n'est pas vrai. Quand on voit les structures les plus importantes du département, on voit que le niveau de prix est un des plus bas. Donc c'est important de bien constater qu'il n'y a pas de corrélation entre la performance, le prix et la taille. Alors, l'eau potable, on arrive à des limites. On les a un peu touchées du doigt l'été dernier. Dans le cadre d'une logique d'abondance de l'eau, il y a eu une tendance à faire des captages le plus à l'amont possible pour avoir le moins à traiter l'eau, ce qui paraît logique. Mais du coup, on devient beaucoup plus sensible aux assecs ou au tarissement des rivières. Bon, on l'a vécu l'été dernier avec le Cynic pour tout le haut du département. On l'a vécu avec le Vioulou pour toute l'agglomération ruthénoise. Donc on arrive à des limites à ce niveau-là, avec aussi, ici ou là, des fragilités juridiques sur le statut des captages, des pompages, avec les contractualisations, etc., où là, il y a probablement un travail à faire aussi. Des infrastructures locales, on arrive à des limites aussi, à deux niveaux, hein, celui de la performance que je viens d'évoquer, mais aussi sur la capacité à approvisionner toutes les exploitations agricoles en quantité. On voit des troupeaux qui grossissent du fait du rassemblement des exploitations, un besoin de plus en plus important en eau potable et parfois des difficultés à alimenter les exploitations agricoles avec les réseaux préexistants. Et des rigidités techniques aussi. C'est qu'on a découvert que finalement, on ne peut pas comme ça du jour au lendemain changer les flux d'eau d'une manière massive parce qu'on crée ce qu'on appelle des phénomènes de purge qui font que pendant quelques jours, on peut avoir de l'eau mais qui ne soit pas potable du fait des purges dans les tuyaux
ou du fait de la levée du soulèvement de sédiments dans les réserves d'eau. Donc ça veut dire qu'il faut, on peut difficilement réagir, il faut prévenir. Les acteurs, donc, au niveau de l'eau potable, donc il y a 2 acteurs principaux, hein, le syndicat mixte des eaux du Lévézou-Ségala et le SMAEP de Montbazin-Rignac, avec d'autres structures importantes. Nous pensons que ces grandes structures ont un rôle très structurant parce qu'elles interviennent à 3 niveaux. L'accès à la ressource, par contractualisation, par pompage, par achat d'eau. La gestion de production avec des outils industriels de traitement qui sont assez considérables. Et la distribution avec notamment la maîtrise du réseau, puisque comme je le disais, ce sont les structures les plus importantes en volume qui ont les meilleurs niveaux de performance en termes de fuite sur les réseaux. Donc on pense que c'est un élément important dans la réflexion pour l'avenir. Et on constate aussi qu'il y a quelques interconnexions entre les réseaux, mais qu'on est vraiment très loin de ce qu'il faudrait pour sécuriser l'approvisionnement en eau de tout le monde. Et on pense que demain, des interconnexions vont aussi imposer de fait une homogénéisation du taux de performance. On voit mal durablement un syndicat à 80% de taux de performance mutualiser son eau avec une structure qui sera à 30% de taux de performance, puisque de fait, il va alimenter les fuites du voisin. L'agriculture, donc dans l'agriculture, il n'y a que 1,5% des surfaces qui est arrosée, avec 82% de la surface qui est en prairie. Mais ce qui est important, c'est qu'entre les prairies toujours en herbe et la forêt, on a 75% de la surface de l'Aveyron qui n'est pas travaillée. Donc c'est une chance par rapport à d'autres départements où on est dans des proportions beaucoup moins importantes. Et c'est un élément majeur pour ralentir le cycle de l'eau, puisqu'on s'aperçoit que finalement, la culture tend à accélérer le cycle de l'eau. Donc une agriculture qui, de ce point de vue-là, est très respectueuse du cycle de l'eau, même si, bien sûr, comme pour toute activité, qu'on soit particulier ou industriel, il y a toujours des pistes d'amélioration. Donc on n'a pas vraiment traité la problématique de l'agriculture parce qu'on pense que c'est un sujet en soi qui mériterait la même place que celle qu'on a donnée à la gestion de l'eau. Bon, il y a le tourisme, je passe assez rapidement. 7000 km de rivière, donc c'est assez considérable, mais c'est aussi un atout. 40 lacs, tout ça pour mettre en exergue le fait qu'il y a des usages de l'eau qui sont antinomiques. Garantir un niveau d'étiage, c'est-à-dire la capacité à libérer de l'eau pour que les rivières aient un débit minimal pendant l'été, est incompatible avec, par exemple, un maintien des niveaux de l'eau dans les retenues d'eau. Donc aujourd'hui, on y parvient. Ce qui préserve les activités touristiques. Est-ce que demain, dans 10 ans ou dans 12 ans, pour moi c'est une question, hein, je n'ai pas la réponse, est-ce qu'on n'aura pas les lacs du Lévézou qui seront moitié vides à la fin août? Il faut se poser la question aujourd'hui, parce que le jour où il y aura des lâchers d'eau qui nous seront plus ou moins imposés par les circonstances, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faudra réagir pour préserver l'activité touristique du département. Bon, EDF qui a un rôle très particulier et très structurant au travers de réserves d'eau considérables, 850 millions de mètres cubes dans les retenues aveyronnaises ou en amont dans le Cantal, des concessions qui sont en discussion, j'allais dire très longue, avec l'État, du fait de dissensions entre la vision de l'Europe et de l'État sur qui doit gérer l'eau demain. Est-ce qu'on doit privatiser l'eau? Là, au niveau de l'Assemblée pour l'Aveyron, du groupe de réflexion, on est assez clair là-dessus, c'est qu'on pense que ce serait une catastrophe de privatiser l'eau au moment où il n'y en aura plus. Ou pas assez. Et nous, on pense qu'il faut renforcer encore, même s'il est présent, renforcer le rôle du département dans tout ce qui est lâchage stratégique, en sachant qu'en arrière-plan, il y a une espèce de crainte un peu sourde dans notre réflexion, c'est que les solidarités interdépartementales qui se feront sous l'égide de l'État nous amènent demain à faire des lâchers d'eau qui ne seront pas voulus ou maîtrisés. C'est un élément qui nous semble devoir être pris en considération. Voilà, alors EDF, dans sa présentation du 2 juin, mettait en avant le fait du caractère multi-usage de l'eau, avec une augmentation de ce caractère multi-usage. On adhère totalement à cette logique-là. On pense que les cônes ici devraient se superposer
parce que tel qu'on le voit là, on pourrait penser que la ressource en eau va augmenter, alors qu'en fait, elle va diminuer. Donc, s'il y a multi-usage, il va falloir que ces usages se superposent pour pouvoir être compatibles entre eux. On a évoqué aussi les stations de transfert d'énergie par pompage. C'est pour tout un chacun, c'est le principe de Montésic, hein, où on remonte l'eau la nuit. Pour nous, c'est un système qu'il faudrait développer parce que ça permet justement de bénéficier de l'énergie quand on en a besoin et de garder l'eau dans nos réserves. Les collectivités territoriales, donc les communes et les EPCI, donc il va y avoir un transfert de la compétence de l'eau et de l'assainissement en 2026 des communes aux EPCI, mais de notre point de vue, ce n'est pas forcément quelque chose de très fondamental, en ce sens que qui que ce soit qui ait la compétence, ça n'empêchera pas de fait et en droit la délégation à des structures spécialisées. Donc de fait que ce soit la commune qui délègue à un syndicat ou que ce soit l'EPCI qui délègue à un syndicat, ça n'est pas de nature à changer la face du monde. En soi, si ce n'est qu'il faudra gérer les transferts de compétences, etc. etc. Et l'assainissement, donc avec plus de 220 entités, il y a une grande dispersion d'assainissement public et probablement aussi des compétences. Il y a peut-être tout lieu à avoir un pôle de compétences qui permette d'assurer un suivi plus globalisé des stations d'épuration. Je passe vite parce qu'on me fait signe qu'il faut que je laisse... Voilà, je suis en retard. Le département qui intervient à divers niveaux, donc le soutien en ingénierie aux collectivités territoriales, sur tout ce qui est assainissement, gestion de boue, etc. La création d'une association interdépartementale, c'est tout neuf au mois d'avril dernier. Donc nous, on l'avait mis dans nos réflexions et de par ailleurs, ça se faisait sans qu'on nous l'ait dit. Hein, vous vous rendez compte? Donc on a eu le sentiment de venir un peu au secours de la victoire, mais on pense que c'est un enjeu assez important d'avoir une structure qui permette de gérer la relation avec les départements d'aval par rapport à une juste rémunération des solidarités qu'il faudra mettre en œuvre. Puisque ces solidarités vont reposer sur des infrastructures existantes ou futures qu'il faudra mettre en œuvre pour arriver à justement générer cette disponibilité en eau pour l'aval du bassin. La région, donc, il y a eu cet audit qui a été réalisé en 2017, duquel a découlé un plan d'action avec 21 chantiers. Moi, je ne vous les détaille pas, il y a un très bon rapport qui est mentionné dans la bibliographie du rapport que vous pourrez consulter à cet égard. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y avait aucune incohérence entre les actions et les politiques définies par la région et une éventuelle stratégie départementale. Bon, l'État, bien sûr, déjà, il intervient au travers de l'Agence de l'eau, il intervient au travers des lois cadres sur l'eau, avec aujourd'hui des tâtonnements qu'on a constatés, notamment sur les microcentrales, où il y a des débats juridiques sur leur statut, leur devenir, etc. Il y a toute la gestion des concessions qui, pour nous sont apparues un peu en souffrance, malgré tout. Il y a l'Office français de la biodiversité, dont le rôle est très, très important. Par contre, il a été souligné par l'Assemblée pour l'Aveyron qu'il avait probablement un rôle de police insuffisant, notamment dans des situations un peu tendues comme l'été dernier, où les restrictions d'usage définies par la préfecture n'ont pas toujours été respectées dans les meilleures conditions ou de la meilleure manière. Hein. Et un comité de gestion de la ressource qui est une structure de gestion de crise, monsieur le préfet l'a souligné tout à l'heure, mais ce qui serait bien, c'est finalement qu'on n'ait plus à la réunir, puisque quand on la réunit, c'est qu'il y a crise. Et donc, je partage ce qu'il disait, c'est qu'il vaut mieux prévenir les crises que les gérer. Donc, les enjeux pour aujourd'hui et pour demain. Très franchement, cette partie, ça aurait dû être la conclusion de ce que je viens de vous dire. Mais avec l'été qui a passé, on en a fait une petite partie sur laquelle je vais passer très vite. On est parti d'une interview de Jean Jouzel, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un climatologue français qui est reconnu internationalement, qui, dans une interview, disait que l'été 2022 préfigure un été normal d'ici 15 à 20 ans. Ce qui veut dire que si l'été 2022 est un été normal d'ici 15 à 20 ans, ça veut dire qu'il y aura des problèmes beaucoup avant. Et dire que c'est un été normal dans 15 ans, ça veut dire qu'il y en aura un sur deux qui sera plus pluvieux. Donc pour ceux qui disent qu'il n'y a pas d'évolution, ils auront moins un été sur deux où ils pourront dire, voyez bien que ça évolue pas aussi vite que ça. Mais il y aura un été sur deux qui sera plus sévère que ça. Qui pourra faire dire aux catastrophistes que finalement, la situation est beaucoup plus grave que ce qu'elle ne paraît. Donc, il faut avoir conscience de ça, me semble-t-il.
parce que sinon, on ne pourra pas partir ou lancer une action. Donc, les enjeux, donc là, je vais passer très vite. Hein. Le premier, bien sûr, qui est fondamental, c'est l'accès à l'eau potable. On a frisé la correctionnelle l'été dernier. Il est assez probable que dans les 2, 3, 4, 5 ans qui viennent, on revive la même chose. Et avec un phénomène d'accentuation, si les réserves de nappes ou les ressources en eau continuent à se raréfier. Donc, alors nous, on a noté quand même qu'il y a une inadéquation entre la conception actuelle du service de l'eau potable et la nouvelle situation climatique. Nous, on pense que la structuration actuelle de la distribution de l'eau potable découle de ce que je disais tout à l'heure, de l'abondance de l'eau. Dans une période de raréfaction de l'eau, il faudra avoir un horizon beaucoup plus large, tant du point de vue des stratégies que de la gestion. Il faudra qu'il y ait des solidarités qui se mettent en route, parce qu'il y a des endroits qui vont souffrir de l'eau plus que d'autres. La qualité de vie, c'est un autre enjeu. Hein. Quand on voit l'arrêté préfectoral qui met tout le département de l'Aveyron à un niveau 3 de restriction sur une échelle de 0 à 4, ça veut dire quand même que notre vie quotidienne est impactée. Il faut en prendre compte. Il y a toutes les activités de pleine nature qui sont un marqueur de la vie aveyronnaise, qui peuvent demain être bousculées si on ne fait rien. Il y a une agriculture en danger. Ça, moi, je suis convaincu que l'agriculture va être profondément bousculée par tout ce qui se passe, en sachant qu'il y a des phénomènes de rupture au niveau agricole. Quand la température passe de 22 à 25, 26, ça peut être bien, mais quand elle progresse davantage, non seulement ça peut avoir un effet négatif, mais ça peut avoir un effet exponentiellement négatif. Et comme l'agriculture est un métier à cycle lent, même si les agriculteurs s'adaptent vite, il va falloir que rapidement, il y ait des évolutions à ce niveau-là, me semble-t-il. Bon, il y a l'activité touristique qui a déjà été perturbée l'été dernier, que ce soit du fait des incendies, soit du fait du manque d'eau. Il est possible que demain, ce phénomène-là, on le retrouve d'une manière beaucoup plus récurrente. Les risques d'incendie, avec le dépérissement des forêts, mais aussi les dégâts qui ont été faits. J'ai lu un article qui indiquait qu'après la sécheresse de 2003, il y a eu 1300 hectares dans l'Aveyron qui ont été coupés après du fait du dépérissement des arbres. Il est assez probable que suite à la sécheresse de 2022, on ait beaucoup plus de 1300 hectares qui soient demain coupés du fait des dégâts de la sécheresse. Des tensions sur la production d'électricité. Donc, vous savez qu'il y a une réglementation édictée par l'État comme quoi, lorsque le débit de la Garonne ou des autres rivières baisse, on réduit la production d'électricité pour éviter un réchauffement trop important des rivières. Bon, l'État a ce privilège de pouvoir faire les règles et puis de faire les dérogations. Ce qui est logique aussi, hein, par rapport aux arbitrages des besoins. Il est évident que demain, il faudra qu'il y ait de l'électricité partout. Mais ça veut dire aussi qu'il faut prévoir que demain, il faudra probablement assurer une continuité de la production électrique. Les solidarités avec Laval, je vous l'ai dit à diverses reprises, on ne peut pas imaginer que demain, et à juste titre, l'État dise on va laisser crever les vergers du Lot-et-Garonne parce que dans l'Aveyron, ils veulent garder l'eau pour les activités nautiques de tel ou tel bassin. Donc là, il y aura des solidarités de fait qui vont s'imposer à nous, nous semble-t-il, mais pas qu'en regard de l'agriculture ou de l'éclairage. Il y a aussi tout simplement l'accès à l'eau potable. Hein. Cet article, pour moi, est intéressant. Pour le bassin d'Or-Garonne, il y a urgence sur l'eau. C'est un article, vous ne le voyez pas de loin, mais qui date de septembre 2021. Donc le constat, il ne date pas de la sécheresse, il a été fait avant. Mais il est évident qu'il y a quelque chose à faire. Les conflits d'usage, je le disais tout à l'heure, la raréfaction de l'eau en soi génère d'autres difficultés qui sont les arbitrages entre quel et quel usage. En sachant que chacun considère que l'usage qu'il en fait est meilleur que celui qu'en fait l'autre. Donc là, il y aura des problématiques. Et on se dit qu'il faut agir avant que les tensions ne soient trop fortes. Pour créer du consensus, il faut éviter de le faire dans l'urgence, parce que quand le besoin est trop pressant, on a tendance à bousculer. Alors, quelques pistes de réflexion, en sachant que pour nous, le rapport aurait pu s'arrêter au constat et aux enjeux. On a ouvert quelques pistes de réflexion en sachant que, bien sûr,
il faut que vous ayez la même liberté que ce que je disais tout à l'heure en regard de ces pistes de réflexion. On pense que ça nous plaise ou non, il faudra stocker de l'eau. Si on la laisse partir l'hiver, on va être dans la mouise de l'été. Ça nous paraît une évidence. Toute la question est de savoir comment. Alors, le stockage de l'eau brute, est-ce qu'il faut des grosses structures, des petites structures? L'Assemblée pour l'Aveyron suggère plutôt des grosses structures collectives ou publiques. On sait que le Tarn, par exemple, a relancé la réflexion sur le lac de Sivens, en fédérant toutes les parties, en essayant de créer du consensus, parce que ça va être incontournable. Ou alors, si on ne veut pas faire de réserve, il faut se mettre en situation d'arrêter le réchauffement climatique. Mais je ne suis pas sûr que l'Aveyron y arrive tout seul. Donc, le stockage des eaux de pluie, que ce soit au niveau individuel ou collectif, on pense qu'il y a des réserves à faire. Alors, ce n'est pas forcément très important en termes de volume, mais on pense qu'il y a aussi une sensibilisation de l'opinion au travers de ce type de mesures, de changer la relation à l'eau. Optimiser les ressources en eau potable, donc auditer les réseaux, interconnecter les réseaux, améliorer les réseaux. On pense qu'il faut fédérer les acteurs de l'eau potable au sein d'une instance commune. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut fusionner ou pas. C'est les structures qui verront, les politiques qui verront. Mais on pense qu'il faut créer plus de liens institutionnels entre les structures de distribution d'eau potable. Chacun pouvant garder sa personnalité juridique ou pas, ce n'est pas notre débat. Notre débat, il est qu'il faut qu'il y ait une vision globale de la gestion de l'eau potable sur le département pour optimiser les solidarités, l'efficacité et le service du public, avec aussi une logique tarifaire qui soit commune afin d'éviter toutes les disparités que l'on connaît. Gérer la ressource souterraine. On pense qu'à l'instar de ce qui se fait au niveau du parc naturel des Grands Cosses, où il y a une cellule de surveillance des eaux souterraines, il faudrait que ce soit élargi à l'ensemble du département pour créer en quelque part un indicateur de rareté de l'eau ou d'abondance de l'eau, qui peut se permettre d'anticiper un petit peu les difficultés d'approvisionnement. Faire vivre l'association interdépartementale, bon, je le dis, hein, là on a ouvert une porte ouverte, on a essayé de défoncer une porte ouverte, ça existe déjà, on ne peut que conforter cette initiative qui nous paraît être stratégique pour l'avenir. Organisation de la concertation avec l'État pour toutes ces solidarités. On pense que s'il y a des solidarités, excusez-moi, entre l'Aveyron et Laval, il faudra qu'il y ait des retours financiers pour pouvoir gérer les infrastructures, l'entretien, la distribution de cette eau-là. Mais on pense aussi, et c'est là aussi qu'on pense qu'il faut que le département ait un rôle majeur dans les discussions sur les lâchers d'eau et sur la gestion de l'eau. Il ne faut pas que demain, cette solidarité se fasse au détriment des usages départementaux de l'eau, quel qu'il soit. Je pense notamment au tourisme en vidant les réserves. Donc, le département acteur de référence dans la relation État-EDF, donc bien sûr, il est déjà présent. On pense qu'il faut qu'il ait un rôle beaucoup plus important et qu'il soit un peu un acteur incontournable. Pourquoi? C'est peut-être un peu chauvin, mais on se dit qu'il y a cette préservation qui nous paraît relativement essentielle. Bon, après d'autres pistes, le diagnostic du parc des stations d'épuration, lancer un plan de rénovation de celles qui ont les niveaux de performance les plus bas, créer des alertes sécheresses, peut-être avec des acteurs qui sont les premiers concernés, les agriculteurs, pour pouvoir anticiper les sécheresses et déclencher des plans d'action, des plans de limitation d'usage de l'eau en amont de la crise. Et peut-être une vigilance sur les microcentrales. On pense qu'il faudrait créer une gouvernance départementale de l'eau, mais avec des acteurs. C'est-à-dire que l'agence de l'eau repose sur principalement les usagers. Nous, on pense qu'il faudrait une instance qui regroupe principalement les acteurs de l'eau pour qu'il y ait des coordinations, des mises en perspective communes. Fédérer les départements ressources pour représenter les départements des zones de montagne principalement auprès de l'État. Et sensibiliser et communiquer. Je vous avouerai que nous, on a découvert des tas de choses en faisant ce dossier. On pense qu'il y a une nécessaire sensibilisation de l'opinion, mais aussi des responsables. Parce que quand on parle avec les gens, dans l'Aveyron, l'eau, ce n'est pas un problème. Nous, on pense que ça va le devenir très vite. Voilà. Alors l'agriculture, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. On pense que ça devrait faire l'objet d'une réflexion à part entière, sous l'égide des instances agricoles, en concertation avec les instances publiques.
Et puis d'autres pistes que vous trouverez. Le rapport va être en ligne aujourd'hui sur Internet. Hein, on vous donnera les coordonnées tout à l'heure, donc vous pourrez vous y référer. Donc, en guise de conclusion, donc, on a essayé d'exprimer les attentes de membres de la société civile en balayant le champ des possibles. Notre réflexion ne constitue ni un projet politique, c'est le conseil départemental qui doit l'élaborer, ni un plan d'action. Il appartient aux acteurs de le concevoir et de le mettre en œuvre si tant est qu'il soit utile. Donc il s'agit plutôt d'une synthèse en amont de la réflexion des uns et des autres, réflexion qui vous appartient en totalité. Nous, si on a une seule attente en tant qu'Assemblée pour l'Aveyron, c'est qu'il y ait une prise de conscience par les responsables et l'opinion de l'urgence d'agir dès aujourd'hui pour avoir de l'eau demain. Merci de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Alors, on vous sentait intarissable, contrairement à la ressource en eau. Mais en tout cas, félicitations sincères pour la qualité de la présentation et surtout la qualité du rapport que vous avez élaboré. Je sais qu'elle suscite la présentation et le rapport quantité d'interventions, de questions, de volonté de prise de parole, que nous vous proposons de faire non pas ici en plénière, mais maintenant au sein des 6 ateliers qui ont été constitués justement pour permettre de rendre la plus optimale la séquence qui suit. Vous les avez donc d'afficher à l'écran et vous avez surtout une pastille de couleur correspondante à l'atelier dans lequel vous vous êtes inscrit ou vous avez été orienté sur le badge qu'on vous a remis à l'entrée. Et maintenant, des collaborateurs sont ici pour vous guider, pour rejoindre les salles. Voilà, et je vais laisser Amélie vous nommer les ateliers et vous indiquer où vous devez vous rendre. Merci beaucoup. Ce qu'on va faire maintenant, c'est écouter les rapporteurs et chaque fois le rapporteur et l'animateur des 6 groupes de travail qui se sont réunis. Alors on leur demande un exploit, mais je pense que l'exercice l'exige. Vous êtes 6 groupes, donc il faut que nous puissions entendre les 6 groupes et surtout que chacun ait l'esprit de synthèse. Donc on a fixé pour objectif à chaque rapporteur de nous faire état de la substantifique moelle des travaux qui ont été conduits dans un délai qui va de 3 à 5 minutes. Voilà. Donc le premier groupe, c'est celui qui a travaillé sur les ressources. Je suis désolé, mais il faut vraiment qu'on ait un peu de silence parce qu'on ne s'entend pas. Les ressources et les réserves en eau. Quelles évolutions à envisager? Et c'est donc M. Philippe qui rapporte. Donc bonjour à tous. Alors, donc nous on a travaillé donc sur les ressources et la réserve en eau. Quelles évolutions à envisager? Alors, la première chose que je tiens à dire, c'est que je m'excuse, mais pour faire le résumé en 3 minutes de la richesse des débats, c'est impossible. La première chose en fait, c'est que on a fait le partage du constat en fait. En fait, on a identifié, on a partagé le constat. Donc, on a identifié en fait qu'on avait des besoins en eau et qu'en fait, notamment par rapport à les incendies, qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser de l'eau potable, etc. Et donc, mais on ne partait pas non plus de rien. Et donc, on avait des ressources et que ces opportunités, il fallait les utiliser, notamment un multi-usage de l'eau. Je m'excuse, c'est pas compliqué à résumer. Donc, on a travaillé sur 3 pistes de travail en fait. Donc la première sur optimiser l'utilisation de toutes les ressources en eau existantes et en faciliter l'accès parce qu'en fait il y a beaucoup de ressources qui sont existantes mais qui sont aujourd'hui non utilisées quel que soit l'usage qu'on pourrait en faire. Et donc on s'est posé la question sur le fait qu'on pourrait les utiliser notamment pour des usages d'eau non potable, donc par rapport à pour l'agriculture, pour les risques incendies
et pour d'autres usages non d'eau potable. Mais par contre, pour l'eau potable, c'est quand même plus compliqué parce que du coup, cette eau-là, cette eau-là n'est pas difficilement traitable. Après, on est confronté souvent à ce que c'est des lacs privés. Donc pour s'attaquer, je dirais, on est dans le domaine privé, donc c'est compliqué. Et notamment, l'autre question qui se posait, c'est que c'est difficile de traiter ça à la grande échelle. Donc il faut peut-être essayer de le traiter au départ par petite échelle, faire un test à un endroit et voir comment ça se passe avant de le mutualiser partout, quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments qu'il faut rajouter là-dessus. Non. Oui, alors si pardon, ce que j'avais oublié de vous dire aussi sur les 3 ateliers, il y en a eu un 4e qui s'est rajouté par rapport à ce qu'on avait prévu au départ. Trop loin, j'ai trop près ou trop loin? Trop près, pardon. Déjà que je suis pas à l'aise avec. Le deuxième point, donc, c'est élaborer un schéma directeur en organisant par petits bassins la création de petites réserves multi-usages et encourager le stockage de l'eau de pluie. Donc on a enlevé l'abreuvement parce que voilà, c'est des fois compliqué. Mais notamment là-dessus s'est posé énormément la question du schéma directeur en fait, et de se poser la question est-ce qu'il y avait un intérêt à le faire ou pas avant de le faire, etc. Mais c'était quand même une piste de réflexion à élaborer, notamment sur du multi-usage qui pourrait avoir plusieurs utilisations, de l'étillage, incendie, agriculture, etc. Oui. Ouais, pardon. Donc là, en fait, le 3e point donc, qui a été élaboré en plus, donc qui n'était pas prévu, c'était mobiliser les capacités naturelles et physiques des sols. En fait, ça n'avait pas été vu, mais c'est tout ce qui peut être fait pour améliorer la rétention des sols en fait, en eau. Alors, notamment sur des sols travaillés, mais aussi sur la désartificialisation, etc. Enfin, des choses, évoluer dans ce système-là pour augmenter la capacité des sols en réserve en eau, quoi. Voilà. Et le 3e point, c'est relancer l'étude d'implantation d'une grande réserve. Mais alors sur ce point-là, en fait, il y a déjà le terme relancer en fait qui a fait beaucoup de débat. Parce que voilà. Et en fait, ce qui en ressort surtout, c'est qu'il faut entre guillemets en juger la nécessité, mais voilà. Mais c'est surtout la crainte d'opposition en fait sociétale qui ressort là-dessus. Mais ce que je dis en fait, c'est qu'heureusement que nos anciens l'ont fait et l'ont eu, parce que sinon on ne serait pas bien aujourd'hui. Voilà. Et je m'excuse un peu, mais c'est un exercice très compliqué. En 30 secondes, moi ce que je retiens, c'est que on a identifié pas mal de faiblesses, mais on a identifié encore plus d'opportunités. Donc globalement, une belle dynamique sur le groupe. Et globalement, même sur les pistes des consensus, avec l'apport de la 4e piste qu'on n'avait pas, nous, identifiée. Voilà. Alors, effectivement, peut-être sur le point 2, bien préciser ce qu'on entend par notion de schéma directeur. Ça, je crois qu'effectivement, il faudra qu'on le travaille plus précisément. Et sur la problématique de relance sur l'étude et l'implantation d'une grande réserve, je crois qu'il y a un certain consensus sur le fait de dire oui, s'il faut, pour répondre aux besoins existants, pourquoi pas. Par contre, voilà, une position beaucoup plus mitigée pour des nouveaux besoins qui apparaîtraient. Voilà, un résumé très rapide. Merci beaucoup. Vous avez presque tenu le timing. Allez. Le 2e groupe, c'était celui qui travaillait sur modernisation des infrastructures de production d'eau potable, de traitement des eaux usées. Et c'est Laurent Ricard qui va rapporter. Bien, donc je suis avec Cécile. Allô, oui, vous m'entendez? Oui. Donc c'était sur la préservation des réseaux et puis les unités de production, comment les moderniser. Alors c'est vrai que le premier constat, c'est que oui, aujourd'hui il existe un maillage relativement satisfaisant des réseaux potables, mais toutes les parties du territoire ne sont pas traitées pareil et certaines parties du territoire n'ont pas un maillage. Donc ça a été une réflexion, notamment, on a parlé de Carladès, mais d'autres petites communes. Également, c'était essayer, avant de chercher de nouvelles ressources, c'est essayer d'économiser les ressources actuelles en recherchant tout moyen pour économiser l'eau. Et enfin, ça a été l'augmentation des exigences à la qualité des eaux des normes européennes sur la qualité des eaux distribuées,
mais également sur le traitement des eaux usées et des boues. Et enfin, dernier point aussi, c'était un risque d'incapacité de certains maîtres d'ouvrage qui, pour moderniser leur réseau, à leur échelle, c'est difficile de rechercher ça. Et donc, c'était profiter du transfert de compétences prévu au 1er janvier 2006 pour essayer de trouver des solutions. Alors, les réflexions. La première réflexion, c'était de dire, au niveau départemental, il faut faire un état exhaustif à la fois des réseaux, des ressources en eau, de distribution d'eau potable et bien sûr des réseaux d'assainissement pour justement le moderniser. Et aujourd'hui, on se pose la question, d'ailleurs l'atelier se dit, c'est vrai que dans un idéal, il faudrait faire un SIG au niveau départemental, comme il est fait sur certains points, ou que ce soit le SIDA ou que ce soit le département pour les routes ou pour le réseau, essayer d'avoir ce système-là de SIG départemental, mais qu'il faut tenir compte déjà des structures qui sont déjà équipées, donc voir un petit peu si c'est possible de faire ce fameux réseau au niveau départemental. Ce réseau départemental permettra, juste également d'identifier tous les réseaux à moderniser et en définissant des priorités, puisqu'on verra en fonction des urgences, financièrement on ne peut pas tout faire, ce SIG départemental permettrait d'avoir une vision départementale pour essayer de prioriser ces réparations, ces modernisations en fonction des urgences. Pour la recherche des fuites, quand je disais économiser l'eau, peut-être pour économiser l'eau, ce qu'il faut, c'est essayer déjà de rechercher les fuites. Yves Bioulac, dans son introduction, dans son rapport, a bien spécifié que ça allait de 25% à 85%. Et donc l'objectif, c'est de mettre en place une politique de sectorisation, notamment pour l'eau potable, pour chercher et limiter ces fuites. Peut-être ne pas parler fortement de rendement, parce que le rendement, forcément, ne veut pas dire grand-chose en fonction de l'importance des réseaux, mais plutôt un indice de linéaire de perte. Donc, c'est améliorer l'indice linéaire de perte et peut-être ne pas parler de cette notion de rendement qui, peut-être, pourrait porter à confusion. On a évoqué également donc, un prix de l'eau. C'est vrai que le prix de l'eau qui varie de 1 à 4, alors c'est vrai que ce prix de l'eau dépend de la ressource, mais dépend surtout des usines et de la distribution. C'est vrai qu'un vœu pieux serait une uniformisation des prix de l'eau de vente sur l'ensemble du département. C'est quelque chose qui est difficile à court terme, mais une fois que les investissements ont été faits, pourquoi pas à long terme, mettre en place une fourchette de prix minimum maximum, en essayant à terme, je ne vais pas dire à quel horizon, de réduire au maximum cette fourchette pour essayer d'avoir un prix de l'eau unique sur l'ensemble du département. On a évoqué également le CVM donc, qui est dû sur les conduites PVC pour la distribution d'eau potable, qui risque d'entraîner de gros investissements pour l'eau potable. Aujourd'hui, donc, ce problème est assez connu et l'agence finance les études. Par contre, le consensus de tout le monde, c'était de dire les études, ça permet d'identifier. Par contre, l'ensemble des participants ont dit qu'il faudrait mettre en place un système d'aide financière pour aider justement à traiter ce problème de réseau qui a plus de PVC qui est antérieur à 1980. Et après, on a fini sur un sujet qui est moins porteur, puisque c'est l'assainissement. C'est vrai que toutes les collectivités, c'est toujours intéressant d'inaugurer une station d'eau potable. C'est moins glorifiant d'inaugurer une station d'assainissement, alors que l'assainissement, c'est vraiment le petit cycle de l'eau et c'est très important. Donc, c'est vraiment faire un état exhaustif des réseaux pour inciter vraiment à limiter la quantité d'eau traitée et donc déjà, c'est inciter à faire du réseau séparatif plutôt qu'unitaire. On s'aperçoit encore, c'est que ce réseau unitaire, il en existe. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas passer d'un séparatif à unitaire comme ça. C'est profiter d'aménagements, notamment des RD en traverse, des aménagements d'agglomération pour inciter les collectivités à passer en unitaire et ainsi diminuer les eaux parasites et diminuer les quantités d'eau traitée. Également, on se servirait de ça, du SIG départemental, s'il était mis en œuvre. Et enfin, on s'est posé la question sur le transfert de compétences. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît autant en eau potable, le traitement au niveau communal peut être acceptable parce que les investissements sont faits, autant point de vue traitement usé,
l'ensemble des participants ont jugé qu'un traitement d'eau usée au niveau communal n'était pas raisonnable, financièrement comme techniquement, et il faudrait plutôt privilégier un traitement soit au niveau des communautés de communes minimum, voire au-delà, c'est-à-dire que ça peut être des regroupements de communautés de communes ou de syndicats, mais c'est vrai qu'il ne faut pas rester sur un traitement au niveau commune. Et après, à la question, est-ce qu'il vaut mieux privilégier des grosses stations ou plutôt des micro-stations? Ça, c'est un débat où on n'a pas conclu. Voilà, j'ai bien dit, on n'a pas conclu. C'est vrai qu'il y a le pour et le contre des deux solutions, et je crois que ça fera partie des travaux à proposer pour la suite. Après, c'est bon, c'est ça? Ouais. Voilà, donc à peu près, voilà un petit peu ce qui a été dit. On poursuit avec le troisième groupe qui a travaillé sur gestion durable des eaux, concilier usage maîtrisé, qualité de la ressource et respect de la biodiversité. Et c'est Émilie Graal et Joël Fraisse qui rapportent. Donc voilà, ça a été un beau travail. On n'a pas été jusqu'au bout parce qu'on n'a malheureusement pas eu le temps. On a fait état que notre masse d'eau sur notre territoire, elle était grande, mais elle était très fragile, surtout en fonction des périodes, et que la qualité de nos eaux était à nuancer, qu'on avait un assainissement qui était vieillissant ou inexistant par endroits, que c'était un énorme enjeu pour notre territoire, qu'il fallait préserver impérativement nos zones humides, qu'on a une biodiversité remarquable sur notre territoire, surtout en tête de bassin versant, et qu'elle est très fragile et très vulnérable face au dérèglement climatique. Et le constat est qu'il y a eu urgence à ce niveau-là. On a abordé plusieurs actions à mettre en place, notamment l'amélioration de la connaissance, surtout sur la réserve souterraine, sur le drainage, sur l'état et l'utilisation des lacs collinaires existants. Il faut impérativement qu'il y ait une solidarité amont et aval interdépartementale, un travail concerté. Il faut une médiatisation entre les usagers afin de limiter les conflits d'usage, limiter le recours à l'eau potable en cas d'incendie tant c'est possible, en ayant des réserves en eau et en utilisant notamment le brûlage dirigé. Limiter également l'utilisation en eau potable pour notre bétail, qui est une difficulté par rapport au cadre de l'AOC. Insister le plus possible sur l'expérimentation agricole, faire reconnaître et accompagner les initiatives nouvelles qui sont plus respectueuses et moins consommatrices en eau. Au niveau du comité ressources en eau, il faudrait une uniformisation des cartes informatives et la présence des syndicats gémapiens. Voilà ce qui est ressorti. Je sais pas s'il y a... Je pense qu'on a déjà pas mal d'éléments, et donc on va essayer de respecter un peu le timing qui est imposé. On n'a pas du tout eu le temps d'aborder le sujet moyen calendrier, donc des échanges riches pendant ce temps de travail. Voilà. Merci beaucoup. Le quatrième groupe a planché sur la gouvernance à définir au niveau départemental et interdépartemental. Et c'est donc Christian Thieulier et M. Solacroupe qui rapportent. Donc tout d'abord, saluer le travail d'Yves Regour qui nous a vraiment servi de base pour asseoir notre réflexion. Et à l'unanimité, Yves Biolac, qui nous a servi de base pour asseoir notre réflexion. Alors le constat partagé, c'est qu'il y a en environ 2 grands bassins versants qui sont structurés ou qui sont en cours de structuration avec une approche interdépartementale. Donc tout le département va être couvert. Ça, c'est le grand cycle de l'eau. Pour le petit cycle de l'eau, on a découvert qu'il y avait, tout à l'heure avec le travail qui nous avait été proposé, en gros 2 grands syndicats et une multitude de petits syndicats et beaucoup de communes en régie, je n'en redirai pas le nombre. Les éléments saillants après le débat qui a été très riche, c'est un consensus sur l'utilité d'une entente politique à l'échelle départementale qui ne se substitue pas aux acteurs actuels, mais qui n'entraîne pas de redondance avec les fonctions remplies par chaque structure. Qui fera le lien entre petits cycles et les grands cycles de l'eau, qui participe à la gestion interdépartementale de la ressource en eau avec des besoins de plus en plus importants, j'y reviendrai pas puisque tout cela a été détaillé dans le rapport. Les liens à rechercher entre le syndicat d'eau potable et l'assainissement, parmi les missions qu'on pourrait lui confier à cette structure.
les partages de l'information, la coordination. Il a été noté le besoin de sensibiliser les élus et la population, conseil et assistance. Et cette structure devrait uniquement se centrer sur le stratégique, bien sûr l'opérationnel, restant aux structures existantes. Donc ce serait l'interface entre le petit cycle et le grand cycle de l'eau dans l'interdépartemental. Va se poser la question des moyens qu'on n'a pas abordés. Mais une mutualisation, il a été préconisé qu'une mutualisation soit recherchée et qui intégrera aussi, bien sûr, les départements de l'aval. Il a été abordé la solidarité financière que Yves avait abordé. Je crois que c'est la première fois qu'on parle de solidarité financière entre l'amont et l'aval. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important qu'il faut retenir aujourd'hui et qui sera recherché dans l'avenir. Merci. Quelque chose à ajouter ? Merci beaucoup à tous les deux et à tous les membres du groupe. Nous poursuivons avec le 5e groupe, sensibiliser tous les Aveyronnais aux défis de l'Aveyron et de l'eau dans sa gestion, sa préservation et sa mise en valeur. Et c'est Nathalie Puel et Dominique Baudet qui rapportent. Merci, bonjour à tous. Nous étions à la sensibilisation, mais je pense que vous êtes déjà tous sensibles à ce phénomène-là. Moi, je voudrais dire que le groupe sur lequel on était, c'était bien parce qu'il y avait vraiment de tout. Il y avait de l'agricole, il y avait des gens qui sont confrontés aussi au niveau du tourisme, au niveau de tout un tas de choses. Donc, c'était très riche. Donc, on a constaté qu'il y avait pas mal d'outils qui existaient déjà. Et on trouve un peu regrettable que qu'on ne puisse pas le mutualiser, c'est-à-dire le mettre au niveau du département. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui ont dit qu'il y avait pas mal de choses qui se faisaient chez eux. Et c'est dommage qu'on ne le mette pas sur un bien commun. Ensuite, nous avons parlé de la jeunesse. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des kits au niveau justement des déchets. Et pourquoi pas éventuellement faire la même chose par rapport à l'eau. Parce que c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui, c'est les acteurs de demain. Donc si on les sensibilise déjà, peut-être qu'on arrivera à faire de belles choses, surtout sur la prévention. Ensuite, nous avons parlé aussi des chambres consulaires, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de l'eau, mais individuellement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même la partie agricole, qui sont des gros consommateurs, mais il y a aussi l'industriel, et je pense qu'au niveau de la Chambre des métiers ou la CCI, il faudrait peut-être aussi les mobiliser pour que ce sont des acteurs quand même de gros consommateurs. Ils sont parmi nous ce matin, hein, je tiens à le souligner. D'accord, voilà, c'est ce qu'on disait, que c'était important aussi de les mettre dans la boucle. Il y a eu une réflexion aussi sur le coût du prix de l'eau, en fait, parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on ouvre le robinet, on ne sait pas combien coûte l'eau. Donc ça a été pas mal relevé, donc pourquoi pas communiquer là-dessus. Ensuite, faire des visites d'eau potable, mais aussi d'assainissement. Alors je sais que ça se fait déjà, mais pourquoi pas faire peut-être une journée sur l'eau départementale pour que tout le monde puisse être sensibilisé à ça. Et ça se fait déjà dans d'autres domaines. Pourquoi pas dans ce domaine-là? Et ensuite, nous avons vu aussi au niveau de la presse, au niveau de la diffusion, des informations. Pas mal de gens se sont rendus compte qu'en fait, on avait des informations, mais on ne les captait pas forcément correctement. Et on ne savait pas, parfois, quand on avait des moments de crise, on ne savait pas ce qu'on pouvait faire, nettoyer la voiture ou quoi que ce soit. Donc voilà, sensibiliser là-dessus et surtout capter l'information à ce niveau-là. Donc on a regardé un petit peu au niveau des journaux professionnels pour voir ce qui se faisait déjà. Et a priori, au niveau agricole, ils sont quand même pas mal dotés. Donc pourquoi pas le mettre en exergue sur d'autres moyens de communication. Et surtout, mettre aussi les moyens de communication de plus en plus importants, parce que c'est par là qu'il faut diffuser l'information. Et aussi, il y a eu savoir d'où arrive l'eau de notre robinet. Parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, on ne sait pas. On ne sait pas d'où provient cette eau-là.
Peut-être que si on était sensible à ça, eh ben, on serait un peu plus respectueux et on le fermerait peut-être plus facilement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux. Et enfin, donc, le dernier groupe a travaillé sur les enjeux économiques transversaux, énergie, agriculture et tourisme. Et nous laissons la parole à Christine Prenne et Florence Ardorino qui en étaient rapportrices et animatrices. C'est ça. Merci. Oui, alors donc nous sommes partis sur les enjeux économiques transversaux, énergie, agriculture et tourisme. Alors nous sommes partis sur la limitation des menaces. C'est ce qui nous a rassemblés, enfin c'est ce qui a démarré le débat. Sinon on ne démarrait pas trop, là on était... voilà. Pourtant c'est pas qu'on n'a pas d'idée, mais on ne savait pas comment trop le prendre. Voilà. Alors donc là, pour commencer, donc comment donc maintenir notre activité avec moins d'eau? C'était la première question que nous nous sommes posées. Et donc, d'abord, changer nos pratiques en sensibilisant le public, mais en sensibilisant aussi, tout à l'heure ça a été dit, les élus et tous ceux qui sont décisionnaires, tous ceux qui ont une responsabilité. Donc, et d'abord, en adaptant la réglementation pour permettre les technologies qui vont avec. Adaptation des pratiques. Alors, adaptation des pratiques, c'est vaste puisque ça, c'est des pratiques dans l'agriculture, dans la forêt. Là, il y a un gros sujet, la forêt, parce que c'est aussi un enjeu de sécurité. Et on doit utiliser la forêt aussi comme réserve d'eau et en plantant des essences qui sont censées être beaucoup moins gourmandes en eau, mais aussi après avec tous les problèmes que la forêt peut générer en termes d'incendie et tout ça, mais enfin ça c'est un autre problème. Donc on est parti là-dessus sur la forêt, donc aussi les équipements, qu'ils soient sportifs, les espaces verts, les réserves en eau pour les particuliers aussi, avoir beaucoup plus être beaucoup plus regardant quand on construit des lotissements ou quand on rénove des maisons. Aussi avoir cette attention et ce regard sur comment on peut garder l'eau, puisqu'on sait qu'on va avoir des incidences climatiques bien plus importantes, donc aussi en termes d'orage donc on pourrait garder l'eau, c'est une façon de la garder aussi. On est parti aussi sur la limitation de la consommation au niveau du tourisme. Alors là, on avait une personne qui nous a bien éclairé là-dessus, et notamment où on pourrait inciter les campings, les grosses structures, en ayant avec les collectivités qui les accueillent un partenariat pour collecter donc les eaux grises et les eaux bleues, et avoir vraiment un véritable réseau entre la structure touristique et la collectivité accueillante. Donc ça se fait dans d'autres pays et on nous l'a signalé. Voilà. Et la limitation de la consommation donc en électricité avec les climatiseurs, bien sûr, l'été. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour, mais bon, c'est dit rapidement, mais il faudrait rentrer dans chacun des thèmes pour vraiment et les approfondir. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ? On avait aussi vu des opportunités de développement, alors sur l'énergie, l'hydroélectricité. Pardon. On a aussi vu quelques opportunités de développement à la fois sur les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et du tourisme, mais c'est vrai que rapidement nos discussions nous ont emmenés sur la limitation des consommations. Et on est aussi parti sur la réhabilitation des captages. On a beaucoup dans nos communes de captages qui sont abandonnés. Et là, on pourrait peut-être avoir tout un sujet pour réhabiliter. Donc, c'est cette eau qui s'en va dans la nature. Voilà. Merci.
Merci beaucoup à vous. Merci à l'ensemble des rapporteurs. Alors, l'exercice de synthèse est évidemment complexe. Je veux rassurer chacun en disant que l'intégralité de vos travaux a été notée et l'intégralité des rapports qui viennent d'être faits a été aussi filmée, non pas pour faire le gendarme, mais pour être certain de retrouver la trace de tout ce qui a été abordé, de tout ce qui a été fouillé, dans le travail, vous le comprenez, maintenant, de rassemblement des éléments qui va s'ouvrir à partir de la fin de ces rencontres. Je vais donner la parole à Madame Vitaine, la directrice générale adjointe de l'agence Adour-Garonne, qui nous fait l'honneur d'être ici et qui va peut-être tirer des premiers enseignements de cette matinée de travail. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les élus et à vous tous présents dans cette assemblée. Je voulais avant tout vous remercier pour avoir associé l'Agence de l'eau Adour-Garonne à la préparation de cet événement et puis aussi saluer la qualité des travaux qu'on a entendus tout au long de cette matinée, à la fois le rapportage de l'Assemblée citoyenne que vous avez présidé, Monsieur Biolac, et qui a permis de dresser un très bon panorama des effets du changement climatique dans ce département, mais aussi sur les rapportages que nous venons d'entendre des 6 ateliers auxquels vous avez contribué tout à l'heure et qui permettent de poser les enjeux et déjà des premières pistes d'action. Puisqu'effectivement, l'été que nous avons connu et l'étiage qui se poursuit et que nous connaissons encore, puisque Monsieur le Préfet a bien rappelé que les arrêtés de restriction sont encore toujours en vigueur, nous montrent bien que le temps est à l'action. Et c'était bien dans cet esprit que dès 2018, le comité de bassin avait, au travers de son plan d'adaptation au changement climatique, essayé d'identifier ce qu'allaient être les menaces très concrètement du changement climatique si l'on ne faisait rien. Ça a été dit tout à l'heure, 1,2 milliard de mètres cubes, traduit très concrètement ici sur le bassin Tarn-Aveyron par un déficit potentiel de 200 millions de mètres cubes, ce qui est grosso modo le déficit qu'on a aujourd'hui à l'échelle de l'ensemble du bassin Adour-Garonne, pour fixer les idées. Mais ça, c'est si l'on ne fait rien. Et en vérité, on a les moyens d'agir. Et d'ailleurs, cette action, elle est déjà engagée, puisque dans ce département, aujourd'hui, l'agence apporte 12 millions d'euros par an, 300 dossiers qui permettent de lever un montant de 22 millions d'euros de travaux, à la fois sur les enjeux d'assainissement et d'eau potable, dont on a vu qu'ils marchent ensemble pour préserver les usages de l'eau. Avec des débits de cours d'eau diminués de 50% en étiage en 2050, on voit bien qu'on n'aura plus cet effet de dilution qu'on a aujourd'hui. Et donc, le fait d'avoir des systèmes performants en assainissement, c'est majeur dans la stratégie de gestion quantitative et il ne faut pas l'oublier. Pour faire ça, l'Agence de l'eau a déployé des moyens grâce à des plans de résilience qui ont été déployés dans chaque agence par le gouvernement et qui ont permis d'avoir une enveloppe de 100 millions d'euros à l'échelle nationale, dont 22 millions pour l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui permet de faire face aux mesures d'urgence auxquelles les collectivités ont pu être concernées quand il y a eu des mesures de citernage, de l'achat de bouteilles d'eau pour éviter toute rupture du service public d'eau potable, ou bien pour répondre à des mesures plus structurelles, notamment d'accélération des travaux d'interconnexion. Au-delà de ça, il y a bien sûr des enjeux de construction de la résilience à long terme. Et pour cela, le comité de bassin s'est résolument engagé dans une logique de planification de la réponse opérationnelle, au travers d'une part d'une stratégie de gestion quantitative qui s'appuie complètement sur le SDAGE, qui est notre document de planification, qui fixe le cap à tenir, les grands enjeux, et qui est quasiment entièrement dédié à l'adaptation au changement climatique. Et cette stratégie, elle a été adoptée en septembre 2021 par le comité de bassin. Dans la foulée, le président Alain Rousset a confié à des structures organisées à l'échelle de sous-bassins versants. Ici, le bassin Tarn-Aveyron. Le soin d'identifier parmi le mix de solutions qui figurait dans la stratégie de bassin, et le panel est large, le champ des possibles est large, on y retrouve les grands enjeux et les pistes qui ont été identifiés dans ces ateliers. Agroécologie, économie d'eau, reuse, réutilisation des eaux usées. Aujourd'hui en France, c'est à peine quelques pourcents qui font l'objet de cette réutilisation. C'est là un gisement majeur. Optimisation des retenues existantes. Reconnexion aux parcellaires pour celles qui sont abandonnées. C'est aussi un enjeu important.
capacité aussi à identifier des projets de territoire qui permettent d'identifier les développements économiques souhaités, la dépendance à l'eau et comment on arrive à construire un développement économique robuste qui se confronte à la diminution de l'accès à la ressource. Cette stratégie, elle permet à chaque structure organisée à l'échelle de sous-bassin, ici le département de l'Aveyron, qui travaille avec le département du Tarn et le département du Tarn-et-Garonne au travers d'une association, d'identifier par rapport à ses spécificités territoriales quel est le bon mix et de le dimensionner. Dès le mois de juin dernier, nous avons bénéficié de propositions de la part de l'ensemble de ces structures. Et au mois de décembre, nous validerons ces feuilles de route et nous identifierons quels sont les premiers projets qui peuvent atterrir sur les territoires et nous dimensionnerons des plans de financement qui permettent d'accompagner à une échelle territorialisée le chemin d'adaptation au changement climatique. De ce point de vue-là, les réflexions que vous menez aujourd'hui, le fait que le département et les parties prenantes de ce territoire organisent leur voie, identifient quels sont les bons investissements à faire, c'est majeur parce que c'est ça qui va construire finalement la réponse opérationnelle à la menace que fait porter sur le bassin Adour-Garonne qui y est malheureusement le plus exposé, le changement climatique. Et ce que je voulais vous dire, le message que je veux vous dire en vous entendant tout au long de cette matinée, c'est que vous avez les cartes en main et que nous avons collectivement les cartes en main puisque aujourd'hui, nous avons une organisation qui permet d'avoir un débat démocratique sur l'eau. Le comité de bassin sert à cela, les commissions territoriales servent à cela. Le fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des parties prenantes soient réunies, ça permet de répondre à cet enjeu qui est majeur puisqu'on est confronté à des choix de société. Nous avons aussi un instrument financier qui est l'agence de bassin, qui a un rôle de solidarité et de péréquation pour financer ces travaux d'investissement dans les infrastructures, d'investissement dans les zones humides, dans les prairies naturelles, de maintien de l'élevage. De ce point de vue-là, le département de l'Aveyron est stratégique. Le fait de réfléchir avec les opérateurs des retenues hydroélectriques, comment pousser plus loin le multi-usage de ces stocks stratégiques dont on a vu qu'ils permettent aujourd'hui déjà de soutenir le tourisme, l'économie, l'eau potable, c'est des enjeux majeurs. Et nous avons aujourd'hui toutes les cartes en main pour à la fois identifier le chemin, territoire par territoire, et identifier où et comment investir. Il y a des enjeux de modèle économique derrière tout ça, mais l'agence, au travers du comité de bassin, des membres ici du département de l'Aveyron, je vois Yves Regour qui est présent, sont en capacité à travailler avec nous sur ces stratégies et les manières de les financer. Donc je voulais vraiment vous remercier pour le dynamisme dont fait preuve ce département, vous dire qu'on compte sur vous pour construire avec nous ces stratégies à l'échelle des sous-bassins et que vous avez évidemment... Nous avons quelques mois pour y travailler. C'est l'exercice en réalité que le gouvernement a demandé à l'ensemble des présidents de comités de bassin, dont le nôtre, dans le cadre de la planification écologique et de son volet eau, avec des propositions qui sont attendues pour décembre. Et donc vous voyez qu'on est en ordre de marche pour remplir cet engagement avec ce délai et la réponse à cette question. Merci beaucoup. Madame la directrice, merci beaucoup pour vos propos et vos encouragements à ce que nous poursuivions. C'est bien notre intention. Quelques mots en tant que président du département. D'abord pour vous dire que si le département a souhaité nous rassembler les partenaires autour de cet enjeu, c'est d'abord en très très grande modestie. Et le département, dans cette aventure, dans cette action, veut jouer un rôle de coordination, mais dans le respect des acteurs. Et je veux que personne ne voit dans l'initiative que nous avons suscitée, parce qu'elle était inscrite dans notre projet départemental, une quelconque volonté d'hégémonie. Nous sommes très conscients que nous ne sommes que contributeurs à un effort qui doit être le plus collectif et le plus large possible. Et nous voulons simplement assumer aux côtés des autres acteurs, aux côtés évidemment des partenaires avec lesquels nous avons construit cette rencontre, un rôle de coordination, de fédération et aussi de moteur, de co-moteur d'une énergie qu'il nous faut déployer pour arriver à surmonter les obstacles et à faire en sorte que l'Aveyron maintienne sa place de choix dans le paysage interdépartemental du bassin et même régional et national de l'eau
de l'eau sous toutes ses formes. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'au-delà de cette volonté politique que nous exprimons, nous avons aussi une volonté de moyens et que sous l'égide de Christophe Laborie et de nos équipes, le département est en train de concevoir des dispositifs d'accompagnement, d'investissement qui n'existent pas jusqu'à présent et qui vont émerger, je pense, des réflexions que nous avons initiées ce matin, qui sont déjà pour certains perceptibles. Nous avons cette ambition d'être encore plus en accompagnement des collectivités, des acteurs qui vont devoir faire face à des virages, à des équipements indispensables, à des renouvellements d'équipements pour permettre de préserver, de mieux gérer, de mieux distribuer, de mieux peut-être créer de la ressource. Et la troisième chose que je voulais dire, toujours dans cette implication du département, elle consiste aussi à rassurer les acteurs, collectivités notamment, sur le fait que nos savoir-faire, nos compétences, pas les miennes, mais celles de nos équipes, sont à votre service à travers Aveyron Ingénierie, qui est pleinement mobilisée sur cet enjeu depuis longtemps, comme sur tous les autres, mais sur cet enjeu en particulier, car nous savons que pour réussir, il va falloir que nous mettions bout à bout nos forces et que très souvent, en particulier pour les acteurs qui ont le plus souffert en cet été 2022 et qui parfois sont les moins armés en termes de compétences, le soutien en ingénierie va être décisif. Donc c'est ce que, entre guillemets, et permettez-moi l'expression, nous mettons sur la table de ces rencontres de l'eau en Aveyron et surtout des mois qui arrivent. Je me dois aussi de vous dire comment nous imaginons la suite. La suite, c'est que l'ensemble des travaux de ce matin vont être rassemblés, synthétisés par le comité de pilotage et le comité technique qui ont préparé cette réunion. Donc ces instances vont se réunir pour faire une feuille de route issue des préconisations que les rapporteurs ont faites après la réunion des groupes de travail, pour bien identifier les axes qui nous paraissent être à la fois les plus tenables et les plus indispensables sur lesquels nous voulons travailler. Moi, ma vision, c'est que chacun des acteurs étant plus spécialisé sur certains domaines, il va s'emparer d'un des axes, le faire fructifier pour que dans un délai raisonnable, fin d'année 2022, début d'année 2023, nous ayons réellement du concret, pour revenir au propos de Madame la directrice, à proposer et à verser à la réflexion interdépartementale. Il a beaucoup été question de ce bassin Tarn-Aveyron. Il y a le bassin aussi du Lot qui nous intéresse énormément. Mais pour ce qui est du bassin Tarn-Aveyron, l'association de préfiguration a été créée. Avec l'agence, que je remercie d'ailleurs, nous avons fait en sorte que des équilibres se posent. Et donc c'est l'Aveyron, par ma personne, qui préside cette association de préfiguration pour ces 2 premières années. C'est très symbolique aussi de notre rôle de tête de bassin. Et moi, j'ai vraiment besoin que la stratégie que nous allons écrire grâce à ces rencontres, grâce à vos travaux, grâce à vos contributions, eh bien, soit mobilisable pour les discussions que nous aurons au sein de cette association de préfiguration et dans ce comité de sous-bassin, et bien entendu ensuite au cœur des travaux du grand bassin de l'agence. Et c'est en enchâssant ainsi les dynamiques et les stratégies que nous parviendrons à faire en sorte que tous nos besoins et toutes nos préoccupations soient reconnus au moment des arbitrages définitifs, à la fois sur la gestion des moyens mis à disposition par le pays à travers les agences et à travers toutes nos institutions pour l'amélioration des conditions d'accès à l'eau de chacun, mais aussi évidemment pour la lutte contre les phénomènes qui nous frappent et pour cette indispensable résilience à laquelle il nous faut contribuer. Voilà donc les points d'horizon. Moi, je tiens à remercier chacune et chacun d'entre vous de sa présence ce matin, de sa contribution, à redire aux partenaires mobilisés tout le plaisir qu'on a eu à jouer collectif. Je ne vois pas comment on peut l'exprimer différemment. Et je pense tout le symbole que nous incarnons en étant ici rassemblés ce matin pour justement nous donner l'élan nécessaire pour surmonter les défis que nous avons à surmonter. Avant de céder la parole à Monsieur le Préfet qui conclura,
Je vous rappelle que vous êtes conviés après son expression à un buffet convivial dont je tiens à préciser qu'il vous est offert par la préfecture de l'Aveyron et le département de l'Aveyron, qui là aussi ont joué collectif pour que nous puissions prolonger nos échanges. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Rassurez-vous, je vais être bref. Lorsque j'ai été nommé préfet de l'Aveyron, on m'a dit « Tu vas voir, c'est un département magnifique. Les Aveyronnais sont des gens extrêmement attachants et attachés à leur territoire. Et en plus, quand les intérêts de l'Aveyron sont en jeu, tout le monde pousse dans le même sens. » Je pense qu'aujourd'hui, nous avons un bel exemple de cette volonté commune de faire avancer les choses. Votre mobilisation est assez exceptionnelle sur ce sujet extrêmement important. Hein. Il y a eu un problème, et bien maintenant, vous vous levez tous pour vous dire maintenant comment on pousse dans le même sens pour avancer. Donc merci beaucoup, Monsieur le Président, de l'initiative de cette démarche. Merci beaucoup à l'Assemblée pour l'Aveyron de ses travaux. Merci à Monsieur Biulac de cette belle restitution de tous ces travaux. Maintenant, il nous reste à conclure. Mais à conclure pas ces assises, à aller de l'avant et à mettre en place des solutions concrètes. On aura la volonté, je le pense. Il faudra qu'on ait l'UBACE, c'est comme ça qu'on dit. Bien. On aura l'UBACE. Et puis, bien évidemment, se posera la question de comment on y arrive. La volonté est là. Je pense que l'essentiel, ça sera de voir comment on pilote tout ça. Le sujet sera là. Hein. On a déjà dressé quelques éléments là-dessus. Hein. C'est une question qui est importante. Mais là encore, on le fera dans le sens de l'intérêt général, je l'évoquais tout à l'heure, pour trouver les voies et moyens pour répondre à un objectif qui est complètement partagé. Eh bien, c'est comment on fait face à ce défi de la gestion d'eau et plus généralement à tous les défis qui se posent. Merci beaucoup. Merci encore, Monsieur le Président. Merci à tous les participants et les acteurs. Et puis à très bientôt. Merci.